Le gouvernement togolais a fait de l'agriculture un secteur clé pour le développement du pays. Dans ce sens, les autorités du pays ont initié les forats des producteurs agricoles du Togo FOPAT dans les 5 régions du Togo pour le compte de cette année 2023. L'une des thématiques abordées au cours de ces rencontres est la mécanisation de l'agriculture. Selon certains acteurs du domaine, le Togo dispose d'un cadre institutionnel et des atouts pour la mécanisation de son agriculture. Le Togo fait son chemin avec notamment les programmes et les outils dont l'État a mis en place pour appuyer cette mécanisation. Quand vous prenez la PRODAT, l'Agence de promotion et de développement des agropoles du Togo, vous prenez le MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture, vous prenez l'ATA, Agence de transformation agricole, c'est des structures qui sont là, à qui on doit donner encore de la matière pour pouvoir pousser cette mécanisation à se réaliser au Togo. Et il faut aussi y ajouter le financement. Le Togo dispose d'une jeunesse, d'une main-d'œuvre. La jeunesse. Le Togo a des potentialités. Quand vous voyez 3,8 millions d'hectares de terre non exploités, vous voyez les fleuves qui peuvent nous permettre de maîtriser l'eau. Quand vous mécanisez, vous pouvez exploiter de grandes surfaces et vous pouvez aussi produire plus. La société Calafi, depuis 2007, mène beaucoup d'actions dans le domaine de l'agriculture en fournissant des intrants agricoles améliorés, que ce soit les semences, que ce soit les engrais améliorés, et donc des conseils aux producteurs. Nous aménageons aussi les terres avec des outils performants. Nous faisons des services de labour au profit des paysans. Ce sont des labours payants que la société fait. Pour atteindre les objectifs, du chemin reste à parcourir. Malgré les terres disponibles chez nous, nous peinons toujours à mettre des outils performants pour le développement de cette agriculture. Nous devons réorganiser les vrais producteurs à la base et mécaniser surtout le secteur. Il faut articuler des modèles de développement dans le secteur agricole et pour leur permettre de les implémenter sur le terrain. La pluie n'attend pas le programme. Donc il faut qu'on soit opérationnel sur le terrain au temps T, au moment où les gens ont besoin de nous. Et aussi, surtout sur le volet de la mécanisation, il faut que les pouvoirs publics puissent voir si c'est la mise en place d'une banque agricole qui puisse nous pousser à mécaniser le secteur et d'appuyer les actions du gouvernement. Le secteur agricole participe à plus de 40% à la constitution du PIB au Togo et emploie près de 2 tiers de la population active. Développer ce secteur permettra de lutter contre la pauvreté et de créer des emplois. Le court-circuit, très simplement, c'est un phénomène électrique qui se produit entre 2 conducteurs électriques quand ils se touchent. Un contact direct entre deux conducteurs électriques. Donc c'est ça qu'on appelle court-circuit. Ça peut entraîner l'incendie. Les causes sont multiples. Ça peut être de surcharge sur une ligne. Ça peut être la détérioration de l'isolant, de gaine protectrice de lames conductrices de courant électrique. Donc vous voyez dans une maison par exemple, vous voyez que les câbles électriques sont protégés. Ça peut être dû à la chaleur. Ce sont là quelques causes des incendies liés au branchement d'appareils électroménagers. Plusieurs entreprises et ménages ont payé de lourds tributs à travers ces incendies. L'électricité n'est pas visible, n'a pas d'odeur. C'est très dangereux. Et c'est vrai que les accidents ne sont pas vraiment fréquents, mais si l'accident est là, c'est vraiment fatal. Ça met jusqu'à la mort. Pour assurer la protection et la sécurité des installations électroménagères, plusieurs mesures sont à prendre. L'on peut citer entre autres l'entretien et la maintenance périodique des installations d'appareils électroménagers. Pour les court-circuits, la protection, ce n'est pas disjoncteur. Donc il faut mettre les disjoncteurs sur les lignes. Quand je parle des disjoncteurs, je ne parle pas de n'importe quel disjoncteur, les disjoncteurs de bonne qualité. Donc sur les lignes, bien calibrés pour la ligne. On parle de la sécurité électrique, c'est la coordination de protection de telle manière que si un danger arrive, il faut que ce danger n'atteigne pas et l'utilisateur et les biens qu'on a à la maison. Il ne s'agit pas simplement d'acheter un régulateur
pour régler les problèmes de tension ou bien onduleur pour ci ou pour ça. Il s'agit de s'assurer de prendre un produit qui va résoudre le problème dans la durée. D'acheter un produit où on est sûr que s'il y a un quelconque souci, on peut appeler des personnes qualifiées qui vont nous dire exactement quoi faire pour éviter les incendies, etc. Toute chose qui vient par l'électricité, parce que c'est un sujet avec lequel on ne peut pas rigoler. Donc aller vers ces experts-là qui peuvent nous accompagner complètement. Je conseillerais donc à la population d'investir dans leur propre sécurité au lieu de prendre une solution passagère ou même une solution néfaste. L'achat des équipements électroménagers nécessite assez de moyens et mettre en application ces conseils permettra d'être à l'abri de ces incendies. Les portables et les ordinateurs rendent de multiples services aux utilisateurs. Cependant, rester longtemps accroché à l'écran n'est pas sans conséquences. Selon les spécialistes, il y a d'énormes risques et des dangers auxquels les utilisateurs s'exposent à long terme. Généralement, les écrans myopisent les yeux. C'est-à-dire que la vision de près, elle est bien, mais la vision de loin ou d'un peu plus loin, elle est plus compliquée. Donc, dans tous les cas, porter une bonne correction optique. Tu vas voir un enfant de 8 ans, de 7 ans, comme ça, porter des verres médicaux. Et souvent, on les achète, les jeux vidéo, là, ils restent sur l'écran. Il faut passer des heures comme ça. Cela agit sur leurs yeux. Pourtant, nous, les parents, nous pensons que nous sommes en train de leur chercher du bien, mais pourtant, c'est la maladie qu'on est en train de racheter à long terme. Pour éviter toute surprise désagréable, les ophtalmologistes recommandent d'adopter des mesures de protection en cas de surexposition. Les écrans aujourd'hui sont présents dans notre vie au quotidien et ça on ne peut rien. Mais il existe quand même des mesures de prévention et de précaution. Généralement, qu'est-ce qu'on préconise? Il ne faudrait pas passer plusieurs heures d'affilée devant un écran. Après 2 ou 3 heures, vous pouvez vous octroyer un petit temps, quelque chose de 5 à 10 minutes, pour prendre un petit café et puis revenir. Bon, parfois c'est compliqué. Comme on est peut-être dans une banque, on n'a peut-être pas le temps. Donc on passe les 4 heures, les 5 heures, les 6 heures devant l'écran. Dans ce cas, il faudrait une protection des yeux. Donc une prescription donc, de verre correcteur. L'œil est un organe sensible et fragile. Il mérite une attention particulière car la vue, c'est la vie. Évitez également l'automédication en cas de maladie ou de malaise au niveau des yeux. Le cancer du sein est la principale cause de décès des cancers chez les femmes selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Selon la même institution onusienne, 2,3 millions de femmes sont atteintes du cancer du sein avec plus de 685 000 décès en 2020. Certaines femmes atteintes de cette pathologie ont été opérées avec amputation des seins. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine moderne, ces seins peuvent être reconstruits. Mais de quelle manière? Dans la reconstruction mammaire, eh bien, on va, avec les tissus de la femme, lui reconstruire donc son sein qu'elle a perdu. Tout ce qui est reconstruction mammaire chez les femmes qui ont perdu un sein à la suite du cancer du sein. Donc la chirurgie plastique et esthétique mammaire va intervenir pour reconstruire le sein qui a été ôté à la femme à la suite de son cancer. Les domaines d'intervention, donc cette spécialité, la chirurgie plastique et esthétique mammaire permet d'améliorer l'apparence des seins dans leur morphologie. L'hypertrophie mammaire, c'est le volume excessif des seins chez la femme. Et ce volume excessif des seins chez la femme va lui engendrer un certain nombre de complications, comme des douleurs dans le dos, des douleurs
au niveau du cou, des douleurs au niveau des côtes, sans compter que lorsque le volume des seins est aussi excessif, eh bien, elle va avoir du mal à entretenir sous ses plis mammaires. L'hypotrophie mammaire est caractérisée par un volume très réduit des seins. Et la femme qui souffre de l'hypotrophie mammaire, elle a quasiment une poitrine plate comme celle d'un homme et elle va également souffrir de beaucoup de complexes, n'ayant pas un volume adapté de sein par rapport à sa morphologie. Section sur laquelle la chirurgie plastique et esthétique mammaire va agir aussi, c'est ce que nous appelons la ptose mammaire ou l'affaissement des seins. C'est les seins qui sont tombés complètement. La gynécomastie, c'est le développement des seins chez l'homme. Donc il y a des hommes qui poussent des seins comme une femme et ils sont également complexés par cet état de choses. Ils auront des difficultés à s'habiller. La bonne pratique pour corriger les troubles dont nous avons parlé, c'est la chirurgie. Selon les estimations de l'OMS, le nombre de décès liés au cancer du sein devra passer de 857 000 par an à 1,4 million d'ici 2030. Ces chiffres inquiètent, d'où la nécessité d'adopter des comportements visant à prévenir les cancers des seins. De ce fait, les femmes sont invitées à faire le dépistage régulier du cancer des seins.